Tous. Donc, aujourd'hui, on parle des Émirats arabes unis et alors c'est aujourd'hui une destination phare puisque c'est au sein de notre cabinet où on conseille dans le cadre de l'expatriation fiscale la première destination. On a plusieurs demandes par semaine sur cette destination avec des personnes qui peuvent avoir des patrimoines plus ou moins importants et qui peuvent être souvent chez nous des chefs d'entreprises d'ailleurs de certaines tailles. Alors, pourquoi parler de piège à Dubaï? Moi, j'ai une expression, je dis que c'est un paradis fiscal qui peut se transformer en enfer fiscal. Les Émirats arabes unis ont un avantage. C'est quasiment un paradis fiscal. Il n'y a pas d'impôt sur la fortune, pas d'impôt sur le revenu, pas de retenue à la source lorsque des dividendes sont versés de la France vers un résident émirati. Et puis, on avait l'impôt société qui était aussi à zéro. Alors ça change. Et je pense que ça fera l'objet d'un webinaire particulier, puisqu'en début de semaine dernière, on a eu les infos sur le nouveau régime de l'impôt société aux Émirats arabes unis. Et contrairement à ce qui était annoncé au départ, on a une assiette d'impôt relativement large, avec des obligations fiscales un peu importantes, mais on comprend déjà comment on va pouvoir éviter cet impôt. Donc, on a un pays, un émirat, puisque c'est plusieurs émirats, avec une fiscalité hyper privilégiée. Du coup, ils ont une convention fiscale hyper privilégiée avec la France, mais la France s'est réservé une clause balai qui est dans l'article 19.2 de la convention fiscale entre les Émirats et la France. Cette clause dit quoi? Alors, vous pouvez la lire, mais vous n'aurez peut-être pas la même compréhension qu'un fiscaliste, donc je vous l'explique. C'est qu'à partir du moment où un résident émirati remplit les conditions de l'article 4B du Code général des impôts, qui définit la notion de résidence fiscale française, s'il remplit une des trois conditions, cette personne est considérée comme résident fiscal français, même si cette personne travaille aux Émirats. Alors, je vais juste vous rappeler les trois critères développés dans l'article 4B du Code général des impôts. C'est le foyer d'habitation, donc où est-ce qu'on habite, la durée de séjour en France, combien de temps on a passé, et le centre des intérêts économiques. Alors, on va reprendre ces éléments parce que dès qu'un de mes clients m'appelle et me dit, voilà, je voudrais être conseillé sur le fait d'aller vivre aux Émirats et devenir un résident d'Abu Dhabi ou de Dubaï, je leur dis, mais on va déjà regarder si c'est possible au regard de votre patrimoine, de vos revenus. Donc, premier point, le foyer d'habitation. Le foyer d'habitation, c'est basiquement un lieu où on peut vivre. Donc souvent, mes clients m'expliquent, mais j'ai vendu ma résidence principale, j'ai rendu les clés de ma résidence principale au propriétaire, et je leur dis, mais vous avez quoi d'autre? Ah ben, j'ai à la montagne un studio, ou à la mer un studio, ou quelque chose de plus gros. Et je leur explique, mais c'est un foyer d'habitation. Donc, je ne veux pas de foyer d'habitation en France. Donc, on va être amené souvent soit le mettre en vente, soit le louer pour remplir cette condition. Donc, vous voyez, c'est quand même hyper strict. Parce que si vous ne remplissez pas cette condition, l'administration pourrait tout à fait considérer que vous répondez aux conditions de l'article 4B et donc dire, bah, vous avez passé 2 ans ou 3 ans aux Émirats arabes unis, vous avez gagné tant d'argent, on va vous le taxer en France avec un taux et des pénalités qui feront que ça sera très désagréable pour vous. Le deuxième critère, après la problématique ou le sujet du foyer d'habitation, c'est la durée du séjour. Alors, basiquement, mes clients viennent me voir et m'expliquent 6 mois, moins un jour, je ne suis pas bien, 6 mois plus un jour, je suis bien. Alors, sauf que si vous lisez le Code général des impôts, si vous lisez les conventions fiscales signées par la France,
on ne rentre pas dans cette analyse-là. On n'a pas à aller regarder ce qui se passe et dire je suis à plus ou moins 6 mois. La France considère aujourd'hui, même en restant 5 mois en France, elle considère que vous pourriez être considéré comme un résident fiscal français. Donc, ce qui est important, la véritable analyse à faire est de dire où je passe plus de temps. Est-ce que je passe plus de temps en France ou à l'étranger? Donc, ce qu'il faut, c'est toujours être minoritaire au niveau de la France par rapport aux autres pays. Ça, c'est le point pour moi important. Après, on a le troisième élément qui est souvent le plus compliqué à gérer et celui qui nous pose des problèmes en fin de course. Parce que durée du séjour, généralement aux Émirats, on a des personnes qui partent avec famille et qui s'installent. Et donc, même 2 mois, c'est compliqué pour eux de passer 2 mois en France. Foyer d'habitation, ils vendent quasiment tout, ils mettent en location, donc on arrive. Mais derrière, le centre des intérêts économiques recouvre 2 notions. Où je gagne le plus d'argent, c'est-à-dire en termes d'analyse de sources de revenus, et puis où est mon pouvoir de direction quand je dirige une entreprise ou de manière similaire des actifs économiques. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est une analyse purement mathématique, et puis on va regarder quels sont les postes de direction qu'ont les personnes qui vont décider d'aller vivre à l'étranger. Et donc, on va regarder, est-ce qu'on a un président d'une SAS, un gérant de SARL, et on va organiser souvent pour transférer la présidence ou le mandat social à une autre personne, soit faire en sorte qu'il ne soit plus le seul décisionnaire et donc que le pouvoir de décision ne lui appartienne plus. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué de remplir les conditions si on veut garder en France, notamment une entreprise. Et c'est d'ailleurs pour ça que, basiquement, les influenceuses qui se sont dit « super, on va aller au soleil, on ne va plus payer d'impôts tout en gardant nos sociétés françaises », ben, ça s'est un peu retourné contre elles parce qu'elles ont toutes été contrôlées et redressées par l'administration fiscale française. Donc, le point d'attention extrême concernant les Émirats arabes unis, Dubaï, c'est d'aller rechercher si la France ne pourrait pas requalifier la résidence fiscale. C'est extrêmement technique, mais une fois qu'on a passé cette étape, nous, on fait quoi? On va aller déterminer et aider nos clients pour voir s'ils doivent faire une déclaration d'exit tax, sachant qu'on définit l'exit tax comme les plus-values latentes sur les sociétés soumises à l'IS, et donc de faire une déclaration préalable à l'administration fiscale en constituant des garanties. Cas spécifique de Dubaï qui n'a pas signé avec la France une convention en matière de recouvrement, c'est que le dossier doit être déposé au moins 3 mois avant le départ de France. Il n'est pas possible de dire je suis le 27 juin, je vous envoie mon dossier, et le 27 juillet, je suis à Dubaï. Ça rend exigibles les sommes. Donc, sauf cas très exceptionnel où on pourrait demander à l'administration de passer outre cette règle, on l'a déjà obtenu, nous, au cabinet, mais dans des cas très particuliers, il faut respecter le délai de 3 mois. Donc, nous, aujourd'hui, on n'est même plus sur nos départs du mois d'août ou début septembre, on est plutôt en train de gérer nos départs de fin d'année, sachant qu'on devra envoyer une déclaration d'exit tax avant la fin septembre. Sinon, le départ ne sera pas possible au cours de l'année 2023. Donc, là, on a vraiment les points d'attention à avoir sur « je veux partir, comment je procède ». Le reste, on va dire, c'est plutôt classique, c'est des choses que les cabinets d'avocats fiscalistes ont l'habitude de gérer. Si j'ai un conseil, n'hésitez pas à vous faire conseiller. Parce qu'on est sur des cas très techniques. Donc voilà déjà ce que je voulais vous dire, et puis Olivier va pouvoir prendre le relais, c'est le point d'attention, c'est vraiment qu'est-ce qu'on garde en France. Du coup, Olivier, ça va te permettre, je pense, de faire une transition parfaite
sur comment on va pouvoir gérer les actifs. Je te donne la parole et puis peut-être qu'on regardera après les questions. Je préfère peut-être qu'on continue comme ça. Rachel, tu nous dis. Ça marche. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Oui, oui. Très bien. Donc, effectivement, une fois qu'on a dit ça, quand vous avez un projet d'expatriation à Dubaï, se pose la question de ce qu'on fait, comment on organise son patrimoine pour ne pas risquer de continuer d'être fiscalisé en France. Donc, déjà, la première réflexion à avoir, c'est que faire de ces biens immobiliers. Donc, comme ça a été dit, souvent, on essaie de ne pas garder de pied à terre. Donc, finalement, il y a deux solutions, soit la vente des biens, soit les mettre en location. Je dirais que moi, par rapport à ce sujet, des fois, on a tendance à vouloir garder son immobilier pour des raisons affectives. Je pense que pour moi qui suis plutôt sur l'aspect rentabilité financière, le point important, c'est vraiment la rentabilité financière nette de fiscalité des biens immobiliers que vous pouvez avoir. Et même dans l'absolu, en fait, pour moi, il faut comparer des situations où vous gardez votre bien, vous le mettez en location, vous allez avoir un revenu qui va subir une certaine fiscalité, à si on veut vraiment investir dans l'immobilier, mais de manière indirecte. Il y a des placements qui peuvent être soit des SCPI, soit qui sont les SCPI, c'est des fonds immobiliers qui sont assez retail. Quand on a des tickets d'investissement assez importants, on peut avoir des fonds qui sont sur le même principe, mais qui sont plus attractifs en termes de rentabilité, que ce soit des OPPCI par exemple, ou même des fonds de private equity qui vont faire des opérations qui vont acheter des biens un peu sous-valorisés, qui vont les mettre aux dernières normes, que ce soit d'usage, aux dernières normes énergétiques, qui vont leur faire gagner en valeur, les revendre, dégager une plus-value. Donc, il y a un certain nombre de moyens d'investir dans l'immobilier de manière indirecte, sans avoir une attache physique de biens en France, donc sans risquer d'être qualifié de résident fiscal français au regard de la convention fiscale, et peut-être avec une fiscalité un peu moins lourde que dans la détention de biens immobiliers directs. Il y a deux points qui sont… donc voilà, pour moi, c'est l'aspect rentabilité, il est important. Et il faut avoir en tête aussi, quand vous êtes propriétaire d'une résidence principale en France, que quand vous la vendez en étant résident fiscal français, vous avez une exonération d'impôt sur la plus-value, alors que si vous partez à Dubaï, que vous attendez 5-6 mois pour prendre cette décision de vente, là, la plus-value, elle va être fiscalisée. Donc, il y a des décisions là aussi à prendre en amont, avant le départ, sur ce que vous allez faire de vos biens immobiliers une fois non résident. Pour tout ce qui concerne les placements financiers que vous pouvez avoir, donc l'épargne en banque, les contrats d'assurance vie et autres, sur le principe, il n'y a rien qui vous empêche de garder vos placements en France. Il n'y a que certains types de livrets qu'on est obligé de fermer quand on devient non-résident, c'est les livrets de développement durable, livrets épargne populaire. Tout le reste peut être conservé sur le principe. Maintenant, il faut faire de toute façon très attention aux lourdeurs administratives que vous allez avoir dans la gestion des placements français que vous pouvez avoir. Je pense notamment à l'assurance vie. Si vous avez des contrats d'assurance vie souscrits en France et que vous devenez non résident, à chaque fois que vous allez vouloir faire un retrait, on va vous demander des justificatifs, des CERFA en quantité assez importante et ça va rallonger les délais de rachat, ça va être très lourd. Quand vous allez vouloir faire des versements complémentaires, ce n'est pas sûr que l'assureur accepte, notamment si vous êtes à Dubaï. Donc, de toute façon, au-delà de toute autre considération, ça pose des contraintes de gestion importantes de conserver ce type de contrat français quand on devient non-résident. Maintenant, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure aussi sur le centre des intérêts économiques, c'est de toute façon pas mal de couper les liens qu'on peut avoir avec la France, y compris pour ses placements financiers. Et il y a un outil qui, moi, me semble particulièrement adapté pour répondre à ce besoin, c'est le contrat d'assurance vie luxembourgeois. Donc, le contrat d'assurance vie, pour rappel, c'est simplement une enveloppe de placement au sein de laquelle on place un capital. Ce capital, il reste disponible quand on veut. Donc, on peut faire des retraits, des versements n'importe quand. Il n'y a aucune notion de durée de blocage ou quoi que ce soit. Et à l'intérieur de cette enveloppe, on peut avoir différents types de placements. On peut avoir des actions, on peut avoir des obligations, on peut avoir de l'immobilier, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est simplement une enveloppe de placement. Tant que les sommes qu'on place restent dans l'enveloppe, il n'y a de toute façon aucune problématique de fiscalité. Au moment où on fait un retrait,
il peut y avoir une imposition simplement sur la plus-value. Cette imposition, quand on est à Dubaï, de toute façon, elle est à zéro. L'avantage du contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est que la fiscalité de sortie que vous allez avoir s'adapte à l'endroit où vous êtes physiquement. Donc, si vous êtes résident à Dubaï, que vous avez un contrat d'assurance vie luxembourgeois, vous faites un retrait, c'est la fiscalité de Dubaï qui s'applique, donc aucun impôt sur les plus-values. L'autre gros avantage du contrat luxembourgeois, c'est que le Luxembourg, c'est une des places les plus sécurisées en Europe, si ce n'est la plus sécurisée, par rapport aux mécanismes de conservation des actifs, des capitaux qui sont mis en place. C'est vraiment très, très sûr. Il y a un régime très protecteur avec un certain nombre de garanties apportées par l'État luxembourgeois. Donc, deux avantages, la sécurité, la neutralité fiscale, une fiscalité qui s'adapte à l'endroit où vous êtes, notamment si vous êtes à Dubaï. Il y a aussi des avantages en termes de transmission. Si jamais vous partez à Dubaï, il n'y a pas de droit de succession, mais si vous gardez des héritiers en France, si vos héritiers résident en France et que vous avez un accident de la vie, vous les désignez comme bénéficiaires de cette enveloppe contrat d'assurance vie et ils vont recevoir des capitaux avec une fiscalité plus favorable que si les sommes n'étaient pas en assurance vie. Et au sein de cette enveloppe, j'insiste, en termes de gestion financière, c'est une gestion qui est beaucoup plus flexible que ce que vous pouvez avoir sur les contrats français. Quand vous souscrivez un contrat d'assurance vie français, vous avez le choix entre un nombre de supports d'investissement limité. Vous ne pouvez pas décider d'investir sur des supports qui ne sont pas dans la liste liée au contrat que vous avez souscrit. Dans un contrat de droit luxembourgeois, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, y compris investir en direct dans des actions. Donc, j'ai détaillé un tout petit peu ce placement. Donc, je parlais tout à l'heure de la sécurité de ce type de contrat. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, quand vous souscrivez un contrat d'assurance vie, vous devenez créancier de l'assureur. En fait, vous n'êtes plus propriétaire des sommes d'argent que vous placez. C'est l'assureur qui devient propriétaire de cet argent et vous avez une créance sur l'assureur. L'assureur a une dette vis-à-vis de vous. Donc, en cas de crise systémique, s'il y avait une crise financière importante et si l'assureur vient à faire faillite, potentiellement, vous pouvez perdre votre argent parce que l'assureur n'aura pas forcément les capacités à vous rembourser, d'autant que vous n'êtes pas un créancier prioritaire. C'est-à-dire qu'avant de vous rendre votre argent, l'assureur il va payer ses impôts à l'État, il va payer ses salariés, et puis s'il reste et d'autres taxes, et s'il reste quelque chose, il vous rendra votre argent. Au Luxembourg, ça ne se passe pas comme ça. Au Luxembourg, quand vous ouvrez un contrat, l'argent il n'est pas placé chez l'assureur, il est placé dans une banque dépositaire. Donc, votre argent il est placé dans une banque qui est séparée de l'assureur. Les comptes dans lesquels votre argent est placé au sein même de cette banque sont séparés des actifs de la banque. Donc, si l'assureur fait faillite, vous ne perdez pas votre argent parce que votre argent n'est pas chez l'assureur. Donc, finalement, il y a deux entités, la banque auprès de laquelle vous avez votre argent, l'assureur qui garantit et puis auprès de qui vous pouvez faire des placements, et il y a une entité d'État qui est le commissariat aux assurances, qui contrôle tout ce monde-là régulièrement et qui, s'il détecte le moindre problème, peut empêcher l'assureur d'avoir accès à vos avoirs. Donc, c'est un système qui est assez unique et qui est très efficace sur le plan de la sécurité. Une fois qu'on a dit ça, si on souscrit à ce type de placement, on se pose la question de vous avez 500 000 € à placer, je dis n'importe quoi, vous ouvrez un contrat luxembourgeois, la question de qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de cette enveloppe. Donc, c'est là où moi, je vais avoir une valeur ajoutée dans le choix des supports d'investissement que je vais vous conseiller. Et notamment, on va faire ça en fonction de différents critères. Donc, d'abord, on va regarder votre profil de risque, la tolérance que vous pouvez avoir au risque. Est-ce que vous êtes prêt à supporter des fluctuations importantes ou pas importantes? Quel est votre horizon de placement? Est-ce que vous avez un horizon de placement de 3 ans, 5 ans, 10 ans? Est-ce que sur le capital que vous placez, on va essayer de raisonner de quel montant vous pourriez avoir besoin dans les 3-4 ans à venir. Ce montant-là, on va le placer de manière assez sécurisée. Si sur le capital que vous placez, il y a un montant sur lequel vous avez un horizon plus long terme, vous savez qu'il y a un pourcentage de ce capital que vous n'allez pas toucher dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, on va pouvoir faire des choix différents. Donc, on va faire une allocation en fonction des fluctuations que vous pouvez supporter, de votre tolérance au risque, de la perte maximale que vous pouvez tolérer dans un scénario catastrophe et de vos horizons de placement. Donc ça,
Finalement, ça dépend de chacun. Et ensuite, au sein de l'enveloppe, on va pouvoir piocher dans différentes classes d'actifs. Donc, on peut avoir des obligations, des actions, je disais tout à l'heure. On peut faire de la gestion, on peut confier des mandats de gestion sur mesure à des sociétés de gestion de renom. Donc, je vous ai mis quelques noms, par exemple la Banque Lazare, la Banque Edmond de Rothschild, des sociétés de gestion indépendantes comme Amiral Gestion. Donc, on peut faire vraiment de la gestion sur mesure auprès des acteurs de son choix. On peut investir dans l'immobilier via des fonds avec différentes stratégies et on peut avoir, pour du long terme, accès à des fonds dits de private equity, donc c'est des investissements non cotés et vous avez vraiment accès aux meilleurs acteurs mondiaux dans le cadre de ces contrats et il peut y avoir des solutions très diversifiantes. Donc, je pense par exemple en ce moment à un fonds qui intervient sur le secteur de la litigation finance. C'est un fonds qui finance des frais juridiques sur des procès entre entreprises, sur des class actions ou sur des litiges commerciaux entre entreprises. Il va financer les frais juridiques et puis il va, en contrepartie de ce financement, prendre une part des gains qui sont générés. Et c'est un fonds, par exemple, sur lequel il y a des perspectives de rendement assez importantes, mais qui est structuré avec une garantie sur le capital investi parce que c'est garanti avec un pool d'assureurs. Donc, ce type de contrat, ça permet plusieurs choses. Donc, encore une fois, ça permet de couper les liens avec la France, donc de ne pas avoir de… Finalement, si vous avez un capital financier important, vous avez besoin de revenus complémentaires, vous piochez dedans, bah, ces revenus complémentaires, ils ne viendront pas de la France, ils viendront du Luxembourg. Donc, ça résout le problème lié au risque de requalification par la France. Et d'autre part, en tant que tel, c'est un placement très sécurisé, qui offre des choix d'investissement, un spectre de choix d'investissement très, très large et on peut vraiment faire du sur-mesure. Voilà ce que je voulais dire de mon côté là-dessus. Je vais reprendre la parole par rapport à ce que tu viens de dire, Olivier, parce que le contrat d'assurance vie, j'ai validé entièrement ce que tu dis, mais aussi parce que moi, j'ai une vision un peu plus large, pas uniquement sur les Émirats, mais sur les clients qui, quand on fait de l'expatriation depuis maintenant plus de 25 ans, c'est-à-dire qu'il y a un moment où les personnes vieillissent et les personnes, nous, on les voit de plus en plus, notamment depuis le Covid, revenir en France. Donc, le fait d'avoir un contrat d'assurance vie, un ou plusieurs, qui est un intérêt fiscal en matière de transmission, c'est toujours intéressant. Et puis, il y a aussi une chose qu'on apprend quand on fait de l'expatriation, c'est que les parents peuvent être à un endroit et les enfants à un autre. Et pour peu que les parents restent aux Émirats, mais que les enfants soient en France, et nous, on a des cas ici au cabinet, c'est intéressant d'avoir ce type de placement parce que, comme tu l'as expliqué, effectivement, à l'intérieur, on peut avoir des allocations très différentes en choisissant son risque. Donc ça, pour moi, c'est un élément important. Pour ça que je valide ce que tu viens de dire sur l'utilité du contrat, mais je rajoute aussi, parce que quand on regarde sur une durée très longue, les Émirats, nous, on a une clientèle plutôt jeune qui y va. C'est-à-dire on a des pays, par exemple le Portugal, où c'est plutôt une clientèle de retraités ou de très jeunes qui font de la crypto-monnaie, parce que le Portugal en Europe a un régime très attractif sur la crypto-monnaie. Aux Émirats, on a plutôt soit de jeunes célibataires, soit des familles entières, souvent avec un chef d'entreprise. Donc le sujet à terme, il se pose vraiment sur cette destination, qui est une destination relativement récente, puisque nous, le premier départ, il doit dater de 2013 chez nous, mais on a vraiment une accélération à partir de 2019-2020.